L'avocat de ma femme a éclaté de rire quand je suis entré. Il ne peut même pas se payer une tenue correcte, votre honneur. J'ai pris ma place et je n'ai rien dit. Quand le juge a confirmé mon nom et a demandé mon dossier, l'atmosphère de la salle a changé. 2 agents sont entrés. Ma femme a retenu sa respiration un instant. Le Richard J. Daly Center se moque de qui vous êtes. Le bâtiment se dresse simplement sur Washington Street, tout en béton brutaliste et en verre froid, indifférent aux gens qui entrent et sortent avec leurs mallettes et leurs griefs. Je suis passé devant en voiture une centaine de fois au fil des ans. Je n'aurais jamais pensé y entrer vêtu d'une veste Dickies et de bottes de travail. Je suis arrivé en avance, j'ai trouvé une place de parking sur Dearborn, j'ai alimenté le parc-mètre, j'ai marché les 2 pâtés de maison dans le froid de novembre. Le hall sentait la cire à parquet et le vieux papier. La sécurité ne m'a pas jeté un second regard, juste la ceinture, les bottes dans le scanner, le signe de tête. Salle d'audience 174, 17e étage. Je l'ai trouvé sans demander à personne. Quand j'ai poussé la porte, j'ai compté peut-être 8 personnes dans la salle. Gianna était déjà assise à sa table sur le côté gauche, à côté de Sean Bradley. Bradley était tout ce que l'on pouvait attendre d'un avocat spécialisé en divorce de la Salle Street. Costume bleu marine, poignet mousquetaire, une coiffure qui semblait coûter plus cher à couper que ma facture de téléphone mensuelle. Il était penché et parlait à Gianna, une main sur la table, une posture décontractée et pleine d'assurance. Elle m'a vu la première, son expression n'a pas beaucoup changé, mais son menton s'est levé très légèrement. Ce mouvement particulier, j'avais appris à le déchiffrer en 7 ans de mariage. Bradley s'est tourné pour voir ce qu'elle regardait. Il a ri. Pas un ricanement. Un vrai rire, court et sec, dirigé vers personne en particulier, mais assez fort pour remplir l'espace entre les 2 tables. Il s'est penché de nouveau vers Gianna et a dit quelque chose à voix basse. Elle a couvert sa bouche avec 2 doigts. J'ai marché jusqu'à la table du côté droit, j'ai tiré la chaise et je me suis assis. Je ne les ai plus regardés. Mon avocate, Nora Free, est arrivée 3 minutes plus tard. Elle a posé son sac, a ouvert son dossier et m'a fait un rapide signe de tête sans rien dire. Nous avions déjà discuté de tout ce qui était important. Il n'y avait plus rien à discuter. Bradley s'est levé. Confrère, a-t-il dit de la manière dont les gens prononcent les mots quand ils veulent que vous sentiez la distance entre vous. Nora n'a pas levé les yeux de son dossier. Sean, l'huissier, a appelé la salle à l'ordre. À 9h02, le juge Arnold Lawson est entré par la porte latérale. Fin de la soixantaine, grisonnant aux tempes, le genre de visage qui n'est plus surpris par rien dans une salle d'audience. Il s'est assis, a ajusté ses lunettes et a ouvert le dossier devant lui. Il a lu un instant, puis il a levé les yeux. Jacob Hurst. Oui, votre honneur. Il m'a regardé de la façon dont les juges regardent les gens dont ils ne se sont pas encore fait une opinion. Puis il a de nouveau regardé le dossier, a tourné une page, puis une autre. Il s'est arrêté. Il a pris le téléphone sur le côté de son pupitre, a appuyé sur un bouton et a parlé doucement à la personne à l'autre bout du fil. 30 secondes, peut-être 40. Il a reposé le téléphone et a regardé les 2 tables sans expression. Nous allons faire une pause de 5 minutes avant de continuer. Bradley a froncé les sourcils. Votre honneur, s'il y a un problème de calendrier. 5 minutes, maître Bradley. La porte latérale s'est ouverte. 2 hommes en costume sont entrés. Pas du personnel du tribunal, pas des shérifs adjoints. Ils dégageaient cette sorte d'immobilité particulière qui vient des accréditations fédérales. L'un d'eux portait une enveloppe Kraft. Ils se sont placés contre le mur à droite du pupitre du juge et n'ont rien dit. Bradley s'est tourné pour les regarder. Il s'est retourné pour me regarder. Je regardais le mur droit devant moi. Derrière moi, j'ai entendu Gianna bouger sur sa chaise. La salle avait changé. Pas d'une manière que l'on pouvait pointer du doigt exactement. Même néon, même moquette usée, même odeur de vieux papier, mais tout le monde à l'intérieur comprenait sans qu'on le dise que quelle qu'ait été cette procédure 60 secondes auparavant, c'était devenu quelque chose de différent maintenant. Le juge Lawson a croisé les mains sur son pupitre et a attendu. J'ai gardé les yeux droits devant et j'ai laissé le silence faire ce que le silence fait quand il n'y a plus rien derrière quoi se cacher. J'ai rencontré Gianna McFarland lors d'un barbecue à Bridgeport, un ami commun, rien d'arrangé.
Elle se tenait près de la clôture du fond avec une assiette en carton et une canette de soda et elle a ri de quelque chose que quelqu'un a dit. Un rire franc, sans filtre. C'est la première chose que j'ai remarquée. Elle louait une chambre à l'époque, travaillait comme réceptionniste dans une agence de gestion immobilière dans le nord de la ville. Rien de glamour. Elle prenait le bus pour aller au travail, préparait son déjeuner la plupart des jours, appelait sa mère tous les dimanches. Nous sommes sortis ensemble pendant 14 mois avant que je ne la demande en mariage. Nous nous sommes mariés dans une petite salle à Lincoln Square. 62 personnes, de la bonne nourriture. Son cousin a chanté quelque chose de faux et tout le monde a fait semblant de ne pas le remarquer. Pendant les premières années, le mariage était solide. Pas parfait, rien ne l'est, mais honnête. Nous nous disputions parfois pour de l'argent, pour savoir à qui c'était le tour de s'occuper du propriétaire, pour de petites choses qui semblent grandes quand on est fatigué. Une friction normale. Elle travaillait. Je travaillais. Nous avons construit quelque chose ensemble, morceau par morceau. Cela faisait alors 9 ans que je faisais de l'installation en télécommunication. Principalement des contrats commerciaux, des immeubles de bureaux, des installations médicales, des mises à niveau d'infrastructures pour des entreprises de toute la région métropolitaine. Le travail vous emmène dans des endroits que la plupart des gens ne voient jamais. Salle de serveur, couloir de service, étage technique des gratte-ciel. On apprend comment les bâtiments fonctionnent réellement, pas comment ils se présentent. C'est physique, technique, et ça paie bien quand on sait ce qu'on fait. J'étais passé installateur principal et je gagnais près de 28 € de l'heure avec les heures supplémentaires. Gianna a fait un transfert latéral dans une société de services financiers sur la Salle Street vers la 3e année. Opération d'entrée de gamme, principalement de la saisie de données et du traitement de documents. Le travail en lui-même n'était pas significatif. L'environnement l'était. Elle a commencé à s'habiller différemment. C'est la première chose. Pas de façon spectaculaire, mais délibérée. Elle rentrait à la maison en parlant des gens du bureau comme on parle des personnages d'une série que l'on vient de découvrir. Les cadres supérieurs, les réunions avec les clients auxquels elle assistait parfois de loin. La façon dont les contrats se négociaient dans ce bâtiment. Elle n'en faisait pas encore partie, mais elle observait attentivement. À la 4e année, les commentaires ont commencé, de petits au début. Elle a mentionné une fois qu'une collègue avait une voiture qu'elle avait montrée du doigt avec admiration, puis a regardé ma Ford Focus avec une expression qu'elle n'a pas pris la peine de dissimuler. Une autre fois, lors d'un dîner avec ses amis du travail, elle a ri d'une blague que j'ai faite puis l'a immédiatement qualifiée pour l'atabler. Il est drôle, comme s'ils n'auraient pas pu le comprendre par eux-mêmes. J'ai noté cela. À la 5e année, elle avait été promue 2 fois. Elle assistait à des événements clients, voyageait occasionnellement pour l'entreprise et dépensait de l'argent à un rythme qui ne correspondait pas à ce que je savais qu'elle gagnait. Nouveaux vêtements, rendez-vous réguliers au salon de coiffure, un abonnement à une salle de sport sur Michigan Avenue qui coûtait plus cher par mois que l'assurance de mon camion. Quand j'en ai parlé, elle a dit qu'elle devait maintenir une certaine apparence pour le travail. Cette conversation s'est terminée sans résolution, ce que j'ai également noté. La distance entre nous n'a pas été explosive. Elle s'est installée comme la rouille. Lentement, constamment, invisible jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Elle a commencé à rentrer plus tard. A cessé de me demander comment s'était passée ma journée d'une manière qui suggérait qu'elle voulait une vraie réponse. Quand nous étions dans la même pièce, elle regardait généralement son téléphone. Quand nous sortions ensemble, ce qui devenait plus rare, je la voyais balayer la pièce du regard, évaluer, comparer. Je ne suis pas un homme qui court après les explications. J'ai observé, j'ai catalogué, et j'ai attendu de comprendre ce que je regardais réellement. À la 6e année, j'ai compris que ce n'était pas une mauvaise passe. Ce n'était pas le stress du travail ou une phase qu'elle allait traverser. Elle avait recalibré qui elle voulait être, et cette version n'incluait pas un installateur en télécommunications du sud de la ville qui conduisait une Focus de 10 ans et apportait son propre déjeuner sur les chantiers. Je n'étais pas un échec pour elle. Je n'étais simplement plus le bon accessoire pour l'image qu'elle était en train de construire. Je ne l'ai pas confrontée à ce sujet. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai commencé à prêter attention d'une manière différente. Gianna a commencé à travailler tard plus régulièrement vers le 3e mois de la 6e année. Pas tous les soirs, mais assez pour que cela cesse d'être une exception et devienne une habitude.
Ses textos étaient toujours brefs, je suis en retard, je termine, rien qui n'invitait à une réponse. Je n'ai pas insisté. À ce stade, je savais déjà que poser des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre ne produirait qu'une version de la vérité qu'elle avait construite à l'avance. Ce qui a vraiment fait avancer les choses était banal. Quand Gianna avait rejoint l'entreprise sur la salle, elle avait été ajoutée comme utilisatrice autorisée sur une carte de crédit à mon nom, un vestige de l'époque où elle était entre deux emplois et avait besoin d'une carte avec une limite. Aucun de nous n'avait jamais pris le temps de l'annuler. Les relevés papier arrivaient toujours à la maison, adressés à moi, avec ces transactions listées en dessous. Elle avait cessé de prêter attention à ce détail. J'ai commencé à éplucher attentivement les relevés, sans chercher quelque chose de spécifique, simplement en les lisant comme on lit quelque chose quand on décide enfin de vraiment le regarder. Des hôtels dans le quartier de Gold Coast, des dîners dans des restaurants qu'elle n'avait jamais mentionnés, une dépense dans un spa de River North un samedi où elle m'avait dit qu'elle aidait une collègue à déménager. Les montants n'étaient pas scandaleux, mais le schéma était clair. Elle avait une seconde vie avec un budget qui y était rattaché. Et une partie de ce budget passait par une carte qu'elle avait oublié être encore liée à moi. J'ai photographié chaque relevé des 8 derniers mois et je n'ai rien dit. La conversation au dîner a eu lieu un mercredi. Elle a abordé le sujet elle-même, sans que je le demande, pendant que nous mangions, les yeux sur la table, la voix mesurée. Elle a dit qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle avait changé et que le mariage n'avait pas changé avec elle, qu'elle devait être honnête à ce sujet. J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardée. Elle a continué à parler. Épanouissement, ambition, le désir de ne pas gâcher des années. Rien de tout cela ne reposait sur quelque chose de concret. J'ai dit, d'accord. Elle a attendu plus. Ce n'est pas venu. Après un moment, elle a pris son assiette et l'a emmenée à l'évier. Ce soir-là, j'ai appelé mon frère aîné, Joseph, et je lui ai demandé le nom de l'avocate qu'il avait utilisé dans un litige successoral quelques années auparavant. Il m'a envoyé le contact, Nora Free, bureau dans le Lot. Je l'ai rencontré le lundi suivant, avant mon premier chantier de la journée. J'ai posé les relevés photographiés sur la table, je lui ai expliqué les dates et les anomalies, et je lui ai dit ce que je savais sur le rôle de Gianna dans l'entreprise, les notes de frais, l'accès à la carte de société, les remboursements de fournisseurs. Nora a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a posé quelques questions directes sur l'étendue de l'accès financier de Gianna au travail. Puis elle a dit quelque chose qui a recadré toute la situation. Elle m'a dit que dans une procédure de divorce, les deux parties sont tenues de fournir une divulgation financière complète. Cela signifiait des assignations à comparaître, des demandes de documents et un accès à des dossiers que les gens ne remettent que rarement volontairement. Elle a dit que, compte tenu de ce que j'avais décrit sur le poste de Gianna et les schémas de dépenses que j'avais documentés, il serait judicieux de faire appel à un expert comptable judiciaire pendant la phase de communication des preuves. Quelqu'un qui savait quoi chercher lorsque des dépenses personnelles et des remboursements d'entreprise coexistaient dans le même environnement. Elle avait quelqu'un en tête, un homme nommé Albert Haynes, ancien auditeur, travaillant désormais de manière indépendante sur des cas exactement comme celui-ci. J'ai demandé ce que cela signifierait si quelque chose d'irrégulier apparaissait. Nora a dit que cela dépendrait de ce que les dossiers montreraient, mais elle l'a dit clairement. Si Gianna avait fait passer des dépenses personnelles sur des comptes d'entreprise, ce n'était pas un problème de divorce. C'était une toute autre catégorie de problème. J'ai conduit jusqu'à mon chantier à River North, j'ai garé le camion et je suis resté assis 1 minute avant de sortir. Gianna pensait qu'elle était celle qui avait tout planifié. Gianna a reçu l'assignation un jeudi matin. Je l'avais arrangé délibérément, un huissier de justice dans son immeuble de bureau sur la salle juste après 9 heures, pas à la maison, pas un week-end, au travail, dans le hall, devant le bureau de la sécurité. Nora m'avait conseillé que j'étais dans mon droit de choisir le lieu, et je l'ai choisi sans hésitation. Elle m'a appelé 4 fois avant midi. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Le premier message était maîtrisé, me demandant de la rappeler, disant que nous devions parler. Le deuxième était moins maîtrisé. Au troisième, le sang-froid qu'elle avait mis des années à construire dans cet environnement de bureau avait commencé à se fissurer. Elle a dit que j'étais dramatique, que je faisais une montagne de rien, qu'elle venait de me dire qu'elle était malheureuse et que j'en avais fait une affaire fédérale. Cette dernière phrase, j'ai noté, était plus précise qu'elle ne le pensait. Elle a engagé Sean Bradley dans la semaine. Je connaissais le nom.
Il avait une présence visible dans les cercles juridiques de Chicago. Le genre d'avocat dont la réputation était bâtie sur le fait de donner à l'autre partie le sentiment d'être dépassé avant même le premier dépôt de plainte. Nora m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je ne l'étais pas. Ce que ni Gianna ni Bradley n'avaient anticipé, c'était l'ampleur de la demande de divulgation financière que Nora a soumise dans le cadre de la communication des preuves. C'était complet, compte personnel, tout compte dans lequel elle avait un intérêt, et tous les dossiers financiers liés à l'emploi pertinents pour le calcul du revenu et des actifs. Procédure standard dans une procédure de divorce, mais approfondie. Bradley a contesté certaines parties. Le tribunal a accédé à la demande dans son intégralité. Albert Innes s'est mis au travail. Il était méthodique d'une manière qui me rappelait un bon travail d'installation. Pas de raccourcis, pas de suppositions, chaque connexion vérifiée avant de passer à la suivante. Il a passé 2 semaines à examiner les dossiers qui sont revenus par le biais de la communication des preuves. Relevé de cartes de société, registre de remboursement des fournisseurs, notes de frais déposées sous les identifiants de Gianna remontant à 3 ans. Il m'a appelé un mardi soir et m'a demandé si j'avais le temps de le rencontrer le lendemain matin. Sa voix était égale, mais il y avait un poids derrière elle qui n'était pas là auparavant. Nous nous sommes rencontrés dans un café sur Wacker. Il a posé un dossier sur la table et me l'a expliqué sans faire de commentaires. Les chiffres racontaient l'histoire d'eux-mêmes. Gianna soumettait des dépenses personnelles comme des remboursements d'entreprise depuis au moins 2 ans et demi. Des séjours à l'hôtel, des dîners, des voyages qui n'avaient aucun but professionnel correspondant. Les montants individuels étaient suffisamment petits pour éviter de déclencher des alertes automatiques, mais cumulativement sur 31 mois, le total était significatif. Elle avait également listé un fournisseur dans le système qui, lorsqu'Albert a retracé l'enregistrement, menait à une LLC déposée sous un nom que ni lui ni moi ne reconnaissions, avec une adresse enregistrée qui s'est avérée être un magasin UPS à Wicker Park. Elle facturait à l'entreprise des services d'une société qui n'existait pas fonctionnellement. Albert a dit que ce qu'il regardait n'était pas un problème de divorce. Il l'a dit clairement et sans drame. La façon dont les comptables annoncent les mauvaises nouvelles. C'était une potentielle fraude électronique. Et selon que certaines des transactions dépassaient certains seuils, cela pourrait impliquer des lois fédérales. Il m'a demandé si je voulais qu'il le réfère à quelqu'un ayant l'autorité appropriée pour agir. Je lui ai demandé s'il pensait que c'était la bonne décision. Il a dit que ce n'était pas à lui de décider, mais il a ajouté que la documentation était propre, le schéma était clair, et quiconque l'examinerait arriverait à la même conclusion que lui. Je suis resté assis avec ça un moment. Puis je lui ai dit oui. Nora a fait la saisine par les canaux appropriés la semaine suivante. Pas une plainte, pas une accusation, mais une divulgation de conclusion d'un processus de communication financière ordonné par le tribunal. Le genre de chose qui atterrit sur le bon bureau et est examiné par des gens dont c'est précisément le travail. Je suis retourné au travail. Une rénovation commerciale dans le South Slope. 3 jours de passage de câbles dans un bâtiment qui n'avait pas été mis à jour depuis les années 90. Travail physique, béton et conduit. Rien qui ne nécessitait de penser à Gianna McFarland ou à Sean Bradley ou à ceux qui se déplaçaient maintenant dans des canaux dont aucun d'eux ne connaissait l'existence. Elle m'a envoyé un dernier message cette semaine-là. Il disait qu'elle pensait que nous pouvions encore gérer cela comme des adultes, qu'il n'y avait aucune raison que les choses deviennent laides. Je l'ai lu une fois et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Les semaines entre la saisine et la date de l'audience avaient une qualité spécifique. En surface, tout semblait pareil. J'allais au travail, je rentrais à la maison, je mangeais, je dormais. Gianna était encore dans la maison pendant une partie de cette période, ce qui constituait une tension particulière. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre comme des gens partageant une salle d'attente. Assez polis pour éviter la confrontation, assez distants pour qu'il n'y ait plus rien à prétendre. Elle avait engagé Bradley et suivait clairement ses conseils, communication directe minimale, tout passant par les avocats. Cela me convenait. Moins elle parlait, moins elle pouvait faire d'erreurs de calcul. Bradley a déposé une réponse à la requête en divorce qui était agressive de manière standard, contestant le partage des biens, remettant en question l'évaluation de certains biens, signalant la trajectoire de mes revenus comme un point de litige. Il construisait un dossier conçu pour maximiser sa part et minimiser la mienne. Du grand classique. Nora a tout examiné, a pris des notes et m'a dit que rien de tout cela n'était inattendu. Ce que Bradley ne savait pas,
et ce que Gianna ne lui avait apparemment pas dit, ou peut-être ne comprenait-elle pas pleinement elle-même, c'est que le processus de divulgation financière avait déjà produit quelque chose de bien en dehors du champ d'une procédure de divorce. La saisine que Nora avait faite était entre les mains de gens qui travaillaient sur un calendrier différent de celui du tribunal des affaires familiales. Il ne bougeait pas vite, il bougeait de manière approfondie. J'ai appris par Nora environ 3 semaines avant la date de l'audience que la saisine avait été reçue et était en cours d'examen actif. Elle me l'a dit dans son bureau, avec le même ton plat qu'elle utilisait pour tout. Elle a dit que je devais m'attendre à ce qu'au moment où nous comparaîtrions au tribunal, il y ait une possibilité, pas une certitude, mais une possibilité réelle qu'il y ait d'autres parties intéressées par la procédure. J'ai demandé à quoi cela ressemblait concrètement. Elle a dit que cela pourrait ne ressembler à rien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Je suis rentré chez moi en pensant à cela, à Gianna assise en face de Bradley dans une salle de conférence sur la salle, passant en revue sa stratégie, convaincue de comprendre le jeu auquel elle jouait. Elle avait passé des années à apprendre comment cet environnement fonctionnait, comment l'argent circulait, comment les apparences étaient gérées, comment les gens avec la bonne posture et le bon avocat pouvaient sortir d'une pièce en ayant pris plus qu'ils n'avaient en entrant. Elle n'avait jamais envisagé que quelqu'un avait prêté attention pendant tout ce temps. 2 semaines avant l'audience, elle a déménagé. Pas d'annonce. Je suis rentré d'un chantier à Evanston et la moitié du placard était vide, quelques cartons avaient disparu de la 2e chambre, l'audi manquait dans l'allée. Elle a envoyé un texto disant qu'elle restait chez une amie et qu'elle me contacterait par l'intermédiaire du bureau de Bradley. Je l'ai lu debout dans la cuisine, encore avec ma veste de travail. J'ai commandé à manger, j'ai regardé environ 40 minutes de télévision et je suis allé me coucher. La veille de l'audience, Nora a appelé pour me détailler la séquence des événements. Elle m'a dit d'arriver en avance, de m'habiller de manière pratique, de ne rien dire à moins d'être directement interpellée par le juge, et de la laisser s'occuper de Bradley. Elle l'avait déjà affronté et l'a décrit comme quelqu'un qui était à son meilleur lorsque son adversaire réagissait à sa performance. Elle avait l'intention de ne lui donner rien contre quoi performer. Je lui ai demandé directement. Est-ce que ça allait aller ? Elle a dit que la documentation que nous avions constituée était aussi solide que tout ce qu'elle avait jamais apporté dans ce palais de justice. Elle a dit qu'Albert Innes serait disponible par téléphone si le juge avait besoin de clarifications sur les conclusions financières. Et elle a dit que quoi qu'il arrive avec l'autre affaire, la saisine, cela était maintenant hors de leur contrôle à tous les deux. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai préparé mes vêtements pour le matin, la même veste Dickies que je portais sur la plupart des chantiers. Un pantalon de travail sombre, des bottes que j'avais nettoyées la semaine précédente. Rien de repassé, rien d'acheté pour l'occasion. J'y avais brièvement réfléchi, si je devais m'habiller différemment pour le tribunal. J'ai décidé que non. Je n'allais pas jouer un rôle pour Sean Bradley ou qui que ce soit d'autre dans cette salle. Ce que j'étais, c'est ce que j'avais toujours été, un homme du sud de la ville qui se présentait et faisait le travail. J'ai fait du café, j'ai vérifié mon sac une dernière fois, documents en ordre, téléphone chargé, clé sur le comptoir, et je me suis couché à 22h30. Quoi qu'il devait se passer dans cette salle d'audience était déjà en mouvement. Depuis des mois. Chaque registre, chaque relevé, chaque date que j'avais notée dans un carnet est remise à Nora. Tout cela se trouvait dans un dossier à mon nom, attendant qu'un juge le demande. Bradley avait ri en voyant des cas comme le mien passer cette porte auparavant. Demain, il verrait ce qui se passait quand les silencieux avaient fait leur devoir. Le juge Lawson a regardé les 2 tables un moment sans expression. Puis il a parlé. Maître Bradley, je vais vous demander de suspendre votre position pendant quelques minutes pendant que j'examine quelque chose qui a été porté à mon attention ce matin. Bradley s'est redressé sur sa chaise. Votre honneur, s'il y a une question de procédure. Il y en a une. J'y viendrai. Les 2 hommes qui étaient entrés et s'étaient placés le long du mur n'avaient pas bougé. Ce n'étaient pas des shérifs adjoints. Leurs accréditations étaient fédérales, et leur façon de se tenir le rendait clair sans que personne n'ait besoin de demander. L'un d'eux avait déjà échangé un bref mot avec l'huissier en entrant. L'autre tenait l'enveloppe Kraft à son côté et observait la salle. Gianna s'était tournée sur sa chaise pour les regarder quand ils sont entrés. Elle ne s'était pas complètement retournée. Bradley s'est penché vers elle et a dit quelque chose à voix basse. Elle a répondu sans quitter des yeux les hommes contre le mur. Quoi qu'elle lui ait répondu, cela l'a fait taire. Lawson a passé environ 4 minutes à lire.
Le silence de la salle d'audience s'est maintenu comme le font les salles d'audience quand tout le monde comprend que parler serait une erreur. J'ai gardé les yeux droits devant. Nora avait les mains à plat sur la table devant elle, détendue. Le juge a posé les papiers et a enlevé ses lunettes. Il apparaît qu'en plus de la requête en divorce devant ce tribunal, il y a une affaire d'enquête financière impliquant l'une des parties qui est actuellement en cours d'examen par les autorités fédérales. Il a dit cela comme on lirait un bulletin météo. Factuel, sans emphase. Les conclusions du processus de communication des preuves dans cette affaire ont été référées par les canaux juridiques appropriés il y a environ 6 semaines. J'ai été informé ce matin que l'examen a produit des motifs suffisants pour une action ultérieure. Il a regardé Gianna directement. Elle était complètement immobile. Mademoiselle MC Farland, je vais vous recommander de parler avec votre avocat en privé avant que nous ne poursuivions aujourd'hui. Bradley était déjà sur ses pieds. Votre honneur, ma cliente n'a été informée d'aucune. Elle en est informée maintenant, maître Bradley. L'un des deux hommes s'est avancé et a placé un document sur le bord de la table de la défense. Il ne l'a pas tendu à Gianna. Il l'a posé devant Bradley, qui l'a regardé, puis a regardé l'homme, puis s'est rassis avec l'immobilité spécifique de quelqu'un qui recalcule tout ce qu'il pensait savoir sur les prochaines heures. Gianna a pris le document. Elle a lu le premier paragraphe. Puis elle l'a reposé sur la table et a fixé un point quelque part devant elle qui n'était rien dans la pièce. Les charges décrites étaient la fraude électronique fédérale, le détournement de fonds d'entreprise et la soumission de notes de frais frauduleuses sur une période de plus de 2 ans. La LLC enregistrée à l'adresse du magasin UPS à Wicker Park était nommée explicitement. Le montant cumulé était clairement indiqué dans le deuxième paragraphe. Ce n'était pas un petit nombre. Lawson leur a donné 15 minutes. Bradley a emmené Gianna dans le couloir. Je suis resté assis. Nora s'est versé un petit verre d'eau de la carafe sur notre table et n'a rien dit. L'un des agents fédéraux est resté dans la salle d'audience. L'autre est sorti. J'ai regardé le mur. J'ai pensé au barbecue à Bridgeport où je l'avais rencontré pour la première fois. L'assiette en carton, le rire franc, la canette de soda, la femme qui prenait le bus pour aller au travail et appelait sa mère le dimanche. Je ne m'y suis pas attardé. Cette femme est celle dans le couloir en train de parler à son avocat spécialisé en divorce pendant qu'un document fédéral reposait sur une table de salle d'audience. Il ne restait plus grand-chose qui les reliait. Quand ils sont revenus, la posture de Gianna avait changé. Pas brisée, ce n'était pas son genre, mais réduite, comme une structure qui ne s'était pas effondrée, mais qui avait perdu quelque chose de porteur. Bradley s'est adressé au juge. Il a reconnu l'affaire fédérale, a confirmé que sa cliente coopérerait avec l'enquête distincte, et a déclaré que, compte tenu des circonstances, ils étaient prêts à discuter d'une position révisée sur le règlement du divorce. Nora s'est levée. Elle a été concise. Le partage des biens qu'elle a exposés était simple et bien documenté. Les relevés de cartes de crédit, les documents financiers de la communication des preuves, les divergences entre les revenus déclarés de Gianna et ses schémas de dépenses réelles. Nora a tout exposé en environ 6 minutes sans élever la voix une seule fois. Bradley s'est opposé 2 fois. Lawson a rejeté les 2 objections. Le règlement a été inscrit au dossier avant midi. Gianna a gardé l'audit. J'ai gardé la maison. Les obligations financières communes ont été divisées nettement, sans ambiguïté. Elle est repartie avec beaucoup moins que ce à quoi elle s'attendait en entrant et avec une affaire fédérale désormais attachée à son nom, qui n'avait rien à voir avec le divorce. Bradley a rassemblé ses dossiers sans me regarder. Gianna s'est levée de sa chaise et, un instant, nous étions tournés dans la même direction, tous deux regardant vers la sortie. Elle s'est retournée et m'a regardé directement, pas avec colère, mais avec quelque chose qui ressemblait plus à de la reconnaissance. Du genre tardif. Le genre qui arrive trop tard pour être utile. J'ai soutenu son regard une seconde. Puis j'ai pris mon sac, j'ai fait un signe de tête à Nora et je me suis dirigé vers la porte. Dehors, l'air de novembre sur Washington Street était aussi froid qu'il l'avait été quand je m'étais garé sur Dearborn 2 heures plus tôt. J'ai boutonné ma veste, j'ai vérifié le parc-mètre sur mon téléphone et j'ai commencé à marcher vers le camion. J'avais un chantier à Hyde Park à 14 heures. Installation de câbles, 4e étage d'un bâtiment médical. Rien de compliqué. J'aurais fini avant 17 heures. J'ai envoyé un texto à mon frère Joseph avec 3 mots sur le chemin du retour.
C'est fait. Merci. Il a répondu par un seul mot. Bien. J'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai continué à marcher. Jacob est un homme issu d'un milieu modeste qui s'est construit une vie stable à Chicago. Il a épousé une femme qui n'avait rien au départ et, au fil des ans, l'a vu changer complètement à mesure qu'elle gravissait les échelons dans son environnement professionnel. Elle est devenue plus arrogante, plus distante, dépensant au-delà de ce qu'elle montrait, et finissant par trahir le mariage tout en prévoyant de partir avec un avantage dans le divorce. S'il y a un mot-clé pour la narration d'aujourd'hui, c'est la sous-estimation. Gianna a passé des années à construire une image, croyant que l'apparence et l'environnement définissaient le pouvoir. Son avocat a ri parce qu'il a vu des vêtements simples et a supposé de la faiblesse. Tous deux ont fait la même erreur. Ils ont confondu le style de vie avec la compétence. Jacob n'avait pas besoin de ressembler à quoi que ce soit. Il avait juste besoin d'être préparé. Et c'est de cela que parle vraiment cette histoire. Le danger de juger quelqu'un sur les apparences, surtout quand cette personne choisit de rester silencieuse. Parce que le silence n'est pas toujours de la passivité. Parfois, c'est le signe que quelqu'un a déjà pris toutes les décisions qu'il devait prendre.